Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par le Comité français de l'UICN et le secrétariat international de l'UICN pour vous présenter la métrique STAR, qui est un nouvel outil de l'UICN pour mesurer sa contribution à la réduction du risque des espèces et à leur restauration. Alors, c'est un outil qui a été développé et qui a fait l'objet d'une publication scientifique qui a été diffusée en avril 2001 dans Nature, Ecology and Evolution, et puis qui a été lancé au Congrès mondial de l'UICN à Marseille. Cette nouvelle métrique STAR a trouvé une actualité tout à fait particulière lors de la COP15 biodiversité à Montréal, où les États ont adopté le nouveau cadre mondial sur la biodiversité, dont vous connaissez l'objectif, qui est d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 et de mettre la nature sur la voie de la restauration. Et les premiers objectifs de ce nouveau cadre mondial s'attachent évidemment en priorité à réduire les pressions qu'exercent les activités humaines sur la nature et à la restaurer. Notamment, c'est la cible 2 qui vise à restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030. Beaucoup de discussions aussi lors de cette COP15 autour du concept de nature positive. Donc, à côté maintenant de cet objectif de la neutralité carbone, donc on a cette double priorité sur la biodiversité. Donc on vise la neutralité carbone et aussi maintenant donc un monde positif pour la nature. Beaucoup de discussions auxquelles j'ai pu participer à la COP15 autour de ce concept qui en principe est assez simple, c'est-à-dire que nous voulons plus de nature en 2030 que nous en avons en 2020. Et immédiatement, la question qui s'est posée, qui a été posée par plusieurs acteurs, des organisations de conservation de la nature, des entreprises, des collectivités, c'est oui, mais comment est-ce qu'on peut mesurer notre contribution vers un monde positif à la nature? Et donc, c'est pour ça que l'UICN, en prévision de cela, que l'UICN a développé cette métrique STAR, donc sur la réduction des menaces et la restauration en faveur des espèces, qui peut permettre aux différents acteurs, donc que ce soit des associations, les États aussi, dans le cadre de leur stratégie nationale biodiversité, ou pour mesurer leur contribution à l'atteinte des objectifs mondiaux du cadre post-2020, les collectivités territoriales dans le cadre de leur stratégie, les entreprises aussi qui mènent des actions et sur lesquelles, dans la cible 15 du cadre mondial, on leur demande de rapporter justement, de quantifier, chiffrer le résultat de leurs actions sur la biodiversité, et aussi les investisseurs financiers, savoir où est-ce que sont les actions les plus porteuses et les plus prometteuses en termes de résultats pour la biodiversité. Donc voici le cadre général dans lequel se situe cette nouvelle métrique STAR de l'UICN. Pour le comité français, un intérêt tout particulier, puisque vous le savez, nous menons depuis plusieurs années des actions pour mettre en pratique les outils de l'UICN sur le territoire français. Donc, c'est le cas de la liste rouge des espèces menacées, c'est le cas de la liste rouge des écosystèmes, du système de catégorie des aires protégées de l'UICN, la liste verte pour récompenser l'efficacité de gestion, le standard mondial, l'application du standard mondial sur les solutions fondées sur la nature. Et donc, il nous est apparu tout à fait naturel de nous intéresser maintenant à ce nouvel outil STAR qui va nous être présenté. Alors, je vous présente le déroulé du webinaire. Donc, nous aurons une présentation de l'approche Nature Positive par Frank Hawkins du secrétariat de l'UICN, suivi d'une présentation plus détaillée de la métrique STAR par Antonin Vergès et Frank Hawkins du secrétariat. Nous aurons un temps d'échange avec vous et une petite conclusion qui sera réalisée par Florence Cap, qui est notre responsable politique de la biodiversité, et Antonin, qui est parmi nous. Je laisse la parole à Fanny Brunstein, donc, qui est notre chargée de mission entreprise et biodiversité, pour vous expliquer un petit peu le déroulé. Voilà, quelques règles de fonctionnement. Voilà, merci donc, à tous.
pardon. Quelques règles de fonctionnement. Donc, durant ce webinaire, on vous propose 2 espaces de dialogue. Le premier qui est la box questions-réponses pour que vous puissiez poser vos questions directement aux panélistes et qu'ils y répondent durant le temps d'échange. Donc, voilà, toutes vos questions de compréhension, de perspective. Et ensuite, il y a le chat où vous pouvez mettre tout, partager vos besoins, vos retours d'expérience et vos éventuels commentaires ou suggestions pour qu'on puisse, nous aussi, continuer à alimenter nos réflexions sur les travaux autour de STAR et de son déploiement en France. Et puis, un petit rappel, on enregistre ce webinaire et donc on mettra à disposition l'enregistrement voilà, prochainement. Donc, bon webinaire et je laisse la parole à Frank Hawkins de l'UICN. Bonjour tout le monde, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler de Nature Positive maintenant. Je trouve qu'en ce moment, nous sommes dans une époque assez passionnante. Il y a beaucoup d'intérêt au niveau des entreprises concernant leur impact sur la biodiversité, mais aussi une énergie au niveau, par exemple, des institutions de finances pour trouver les moyens pour lesquels ils peuvent contribuer au but comme ils sont exprimés dans le cadre de biodiversité globale de Kunming-Montréal qui a été signé le mois de décembre dernier. Il y a par exemple, comme j'ai cité ici, les grandes compagnies comme Yara, Gucci, Nespresso, de toute une série de différents secteurs, et aussi les gouvernements qui voulaient organiser un peu les contributions potentielles dans leur pays pour qu'on peut atteindre les buts qui sont indiqués dans le cadre global. Et le terme dans lequel tous ces efforts sont organisés, c'est Nature Positive. Ça veut dire, comme Sébastien vient de dire, c'est qu'on arrive à 2050 avec un monde qui est mieux en termes de biodiversité que de ce que nous avons actuellement. C'est un but très ambitieux, mais on ne peut pas y arriver sans que l'ensemble des composantes de la société pourraient contribuer. Et c'est ça le défi. Comment on peut savoir comment les efforts de tout le monde pourraient être rassemblés dans un sens clair pour qu'on peut voir si on a pu atteindre ces buts ou non. Euh, pour les compagnies, les entreprises, surtout peut-être pour les entreprises de finance, c'est aussi une question de gestion des risques. Parce que il y a peut-être 2 types de risques qui sont évidents pour les compagnies au niveau de la biodiversité. Ça, c'est les dépendances sur les contributions qu'ils font la nature à leur fonctionnement. Par exemple, la prévision de l'eau ou pollination, des choses comme ça. Mais aussi le risque sur leur réputation s'ils font des impacts sur la nature qui ne constatent pas ou qui ne peuvent pas réparer. Et actuellement, leurs clients, leurs consommateurs, ils ne voulaient pas que les compagnies font des choses comme ça. Donc, c'est peut-être notre opportunité, c'est de partager avec eux des méthodologies qui pourraient être utilisées pour euh, quantifier ces contributions. Donc, récemment, on a eu ce lancement de l'initiative Nature Positive pendant la semaine du climat à New York. Maintenant, il y a donc un cadre global qui propose des pistes, des moyens pour lesquels les compagnies pourraient faire des contributions au cadre global. Donc, vous voyez en bas là la définition qui a été adoptée lors de cette réunion. On peut avoir le prochain diapo. Donc maintenant, il y a un cadre global, il y a des approches et beaucoup d'engagements différents vers les impacts positifs sur la nature. Cependant, il y a un manque. Et c'est ça pourquoi on est là maintenant aujourd'hui. Et le manque est surtout au niveau de les contributions vérifiables et quantifiables.
ça veut dire on doit parler des unités, des mesures de la biodiversité qui pourraient être déployées n'importe où dans le monde et ils pourraient être rajoutés l'un à l'autre pour démontrer qu'on a pu vraiment atteindre les buts de cadre global. Et donc, ce que nous, à l'IUCN, on a essayé de faire, c'est d'utiliser les outils qu'on a développés comme STAR et les mettre dans un sorte de piste, une méthodologie et des étapes qui peut leur permettre d'abord commencer d'identifier les opportunités de faire ces contributions, mais puis après de mesurer la quantité d'amélioration de la biodiversité qu'ils ont pu faire avec leurs actions. C'est d'abord important que tout le monde dans les différentes composantes de société pourrait faire ces contributions. Nous avons focalisé surtout sur les compagnies, mais il y a évidemment des contributions qui doivent être faites par la société civile et les gouvernements. Donc, ça doit aussi apporter des bénéfices, des avantages sociaux, surtout dans les pays où il y a beaucoup de biodiversité, mais il n'y a pas assez pour l'instant comme activité économique. Donc, notre approche lucienne, c'est basé sur les normes, les politiques et les lignes directrices mondiales pertinentes, comme j'ai déjà indiqué. Mais aussi, on utilise les outils et les bases de données qui sont organisées sous les standards et les principes de l'IUCN, comme le Metric Star, qui est basé sur la liste rouge des espèces menacées. Et comme vous savez tous, la liste rouge, ça se montre au niveau mondial, mais ça aussi pourrait être développé et coordonné au niveau d'une liste rouge nationale, comme on voit maintenant en France. Et comme vous savez, le UCN, c'est une structure qui comprend des commissions qui travaillent dans la contribution, dans la recherche pour qu'ils peuvent alimenter les bases de données comme la liste rouge. Et c'est vraiment un effort très grand avec des dizaines de milliers de scientifiques qui font des contributions. Donc, c'est déjà une contribution de l'ensemble de la société pour avoir ces données. Prochain diapo. On va passer au prochain diapo. Ouais, j'ai passé la diapo suivante, elle va arriver si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, d'accord. Okay. C'est peut-être juste que je suis sur un lien. Ah, voilà. Donc, pour l'instant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler avec des compagnies pilotes pour qu'on peut développer une méthodologie qui marche bien pour leurs besoins, qui est construite sur la base de ce qu'ils font déjà. Par exemple, ce qu'ils font pour le net zero. Donc, de bâtir la piste, la méthodologie sur ce qu'ils ont déjà une expérience. Mais d'aussi rajouter les composantes qui soient nécessaires pour qu'on peut livrer ces contributions. Donc, les étapes proposées, comme vous voyez, sont d'abord de s'inscrire, d'engager publiquement, de faire des contributions au cadre mondial, et puis d'évaluer là où leur travail, leur business, leur montre des opportunités qui sont les plus importantes pour faire des contributions. Et pour quelques compagnies qui ont, par exemple, des compagnies minières, ils ont déjà une empreinte physique sur le terrain. Là, c'est assez facile d'évaluer ce qu'ils peuvent faire. Pour les compagnies qui sont des consommateurs des produits qui sont générés ailleurs, c'est plus difficile.
Mais dans ce cas-là, on peut identifier les produits qu'ils utilisent qui ont une empreinte sur la biodiversité qui est le plus important. Par exemple, le soja ou le bœuf, le cuir, des choses comme ça. Puis, on peut identifier la source de ces produits. Et si cette la région géographique dans laquelle ces produits sont produits, on peut identifier quelle est l'importance de changer le système de production de ces commodités. Et puis, pour la prochaine étape, c'est d'établir l'état des choses sur terrain, quelles sont les situations avec les espèces qui existent dans les zones de production ou dans les mines, et quelle est l'intensité des pressions qui pèsent sur la biodiversité qui se trouve sur ces endroits. Et puis, après, on peut définir des objectifs SMART pour les actions qui sont prévues de réduire l'intensité des impacts, les pressions. Puis, on fait le suivi évaluation et on peut démontrer que nous avons pu atteindre une cible qui était établie. Et puis, ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis dans un système de reportage pour, par exemple, les programmes comme le Science-Based Targets Network ou le Task Force for Nature-Related Financial Disclosure. Donc, c'est un cadre de disclosure qui pourrait être qui conforme avec ce qui va venir pour les compagnies dans le futur. Timing pour notre approche, on a déjà lancé disons l'ébauche initiale l'année passée. Nous avons dû faire beaucoup de consultations avec tous les collègues dans les membres de l'IUCN, mais aussi des gouvernements, des secteurs privés, pour avoir une nouvelle version qui sera soumise aux membres de l'IUCN pour consultation dans un mois. On va demander à vous de faire un commentaire, peut-être si ça pourrait être consolidé, ça aide beaucoup le processus de rédaction. Et puis, ça va aboutir avec le lancement d'une nouvelle version l'année prochaine. Et ça va aboutir à la fin avec une résolution qui sera mise devant les membres pendant le congrès mondial en 2025. Et ça donne une sorte de valeur vraiment globale, excusez-moi, une crédibilité de l'approche qui va rajouter beaucoup à la valeur de l'ensemble des efforts pour Nature Positive globalement, parce que, comme vous savez, l'IUCN, des membres sont très nombreux et ils comprennent les gouvernements et la société civile. Et le fait qu'on a quelque chose qui était accordé par l'ensemble veut dire que ça devient une sorte de standard public pour que les autres peuvent suivre. Donc, ça, c'est notre approche. Je suis là pour les questions après, mais je passe la parole maintenant à Antonin pour la description spécifique sur le métrique STAR. Merci. Merci beaucoup, Franck. Et puis, merci Sébastien Moncor, Florence Clapp, Fanny Brunstein. On considère ce moment, et merci à vous qui êtes en ligne, merci beaucoup. C'est une opportunité formidable pour l'UICN de présenter donc l'approche Nature Positive et la métrique STAR. Opportunité pour en améliorer la compréhension et aussi pour recueillir vos suggestions, vos commentaires, vos réactions, vos retours d'expérience. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir ce moment jusqu'à 11h30 avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis à l'UICN depuis un peu plus de 2 ans. Je suis mis à disposition par le gouvernement français et j'ai été impliqué dans différents travaux autour de cette métrique. Et je vais tenter de vous montrer en quoi elle est simple, elle est pertinente et elle est robuste. Première diapo, comme Franck l'a rappelé, donc on a le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal qui a été adopté en décembre 2022.
Il est innovant par rapport à la décade précédente. On avait les objectifs d'Aichi. Il est innovant pour au moins 3 raisons. Et il va structurer l'action des pays, des entreprises, de la société civile pour longtemps. De par sa structure même, donc il imbrique des horizons de temps de moyen terme 2030 et de long terme 2050. Il adopte une approche whole of society, donc vraiment, il sollicite l'implication de différents types d'acteurs, les acteurs classiques de la conservation, mais aussi tous les acteurs dans les secteurs économiques, les entreprises, petites, moyennes et grandes. Et puis, il souligne l'importance des enjeux financiers. Et puis, vous savez que dans le Goal A, donc le grand objectif A, donc à 2050, il y a cet objectif de diviser par 10 le rythme d'extinction des espèces, de toutes les espèces, par rapport à aujourd'hui. Et il se trouve que la métrique STAR, on va essayer de montrer en quoi, eh bien, elle peut guider des actions qui vont aider à atteindre cet objectif-là, ce grand objectif à 2050 et aussi à 2030, qui consiste à arrêter, à halt la perte de biodiversité, à stopper la perte de biodiversité à l'horizon 2030. Donc, la métrique STAR peut aider à guider des actions, à prioriser des investissements, à choisir des aires, des zones géographiques où agir pour contribuer à l'atteinte de ce grand objectif à l'horizon 2050 et à l'horizon 2030 à atteindre les cibles 1 à 8 qui concernent de près ou de loin cette réduction du risque d'extinction d'espèces. Et puis, formellement, la métrique STAR est déjà indiquée comme une métrique complémentaire pour le suivi des cibles 4 et 15, donc dans le Monitoring Framework. Franck l'a aussi évoqué, il y a une dizaine de jours le lancement, la publication donc, de la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. Toutes les entreprises à terme seront concernées, d'abord de manière volontaire et puis peut-être un jour de manière plus contraignante. Et il se trouve que dans les métriques et dans les états de la nature que l'on souhaite décrire pour rapporter les interactions entre entreprises et nature, il y a cet enjeu de l'extinction des espèces et qu'aujourd'hui, la métrique STAR est en bonne place, elle est quasiment la seule à être aussi pertinente pour adresser, pour traiter ce problème-là, et aussi robuste, et c'est ce qu'on va essayer de montrer grâce aux fondations scientifiques et à tout le travail accumulé derrière cette métrique. Elle est simple aussi, donc elle est pertinente pour des entreprises, pour des territoires qui voudraient l'utiliser. Je vais essayer de le démontrer. Alors, originellement, initialement, la question qui a travaillé au corps les scientifiques donc de Newcastle University, de BirdLife International, Conservation International, IUCN et d'autres, c'était est-ce qu'on peut avoir une métrique pour la nature, pour la biodiversité, pour les espèces qui soit aussi simple et aussi universelle que la métrique CO2 équivalent qu'on a dans les négociations climatiques. On a cet objectif de ne pas dépasser plus 1,5 degré Celsius de réchauffement à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle dans la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris. Et on a, pour le mesurer, pour mesurer les contributions, les progrès, les efforts, cette agrégation des réductions d'émissions de tout un tas de gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, le CO2, en une métrique unique qui est le CO2 équivalent. Eh bien, est-ce qu'on peut avoir un peu l'équivalent dans le monde de la nature, de la biodiversité, étant donné que si on extrapole, et c'est ce qu'a fait l'IPBES en 2019 dans son évaluation globale des écosystèmes et de la nature, on a aujourd'hui 1 million d'espèces qui sont menacées, 40% des amphibiens qui sont menacés, et on a des taux d'extinction d'espèces qui sont de 10 à 100 fois supérieurs ou plus rapides que les taux d'extinction d'espèces naturelles, si vous voulez. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut, pour traiter ce problème-là, qui fait l'objet d'un objectif, réduction par 10 du taux d'extinction d'espèces à l'horizon 2050 et arrêt de perte de la nature à l'horizon 2030, objectifs qui sont dans le cadre Kunming-Montréal, est-ce qu'on peut avoir une métrique scientifique
qui nous permettent de mesurer les efforts, les contributions et les progrès. Alors, STAR est basé, l'impulsion initiale, c'est ça, de STAR. Donc ensuite, comment ça a été construit? L'idée, finalement, elle est simple, c'est de dire que on a un état de la biodiversité, et notamment des populations au sein des espèces et des espèces en nombre qui disparaissent. Et puis, pour enrayer cette dynamique néfaste, il y a deux grands leviers. Soit on réduit les pressions, ce qui s'appelle threat abatement, donc on atténue les menaces, on atténue les pressions. Je vais utiliser le terme de menace ici dans un sens synonyme à celui de pression. Soit on restaure des habitats. Donc on fait de la restauration écologique d'habitats. Il y a peut-être parmi vous des bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans. Et puis, beaucoup des acteurs économiques, parmi vous peut-être aujourd'hui, sont préoccupés par leurs impacts et les pressions qu'ils exercent sur la nature. Voici les deux grands leviers. C'est ce qui a été intégré dans la métrique STAR. Alors, l'article fondateur qui fait état de l'accumulation de connaissances et de l'organisation, de la structuration des connaissances pour fabriquer cette métrique STAR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire STAR? Ça veut dire Species Threats Abatement and Restoration, donc c'est l'acronyme STAR. Et l'article fondateur a été publié en avril 2021, donc quelques temps avant le Congrès mondial de la nature. Puis, il y a eu des événements de lancement de la métrique. Et donc, cet article, dont Louise Maire, une chercheure de l'Université de Newcastle, a été co-signé par 85 auteurs de 55 organisations et de 21 pays. Donc, c'est vraiment l'article fondateur. Vous pouvez le consulter, il est en ligne, on peut vous l'envoyer si vous le souhaitez. Les buts de la métrique STAR, ils sont au moins doubles. D'abord, identifier des aires, des zones, des sites géographiques, pas forcément des sites industriels, hein, mais des endroits, des localisations au sein desquelles pourraient être réalisées des actions de conservation des deux types mentionnés précédemment. Atténuation des menaces, réduction des menaces dans l'habitat existant des espèces ou restauration de l'habitat perdu d'espèces qui sont menacées. Autre grand but, mesurer les gains de conservation potentiels qui pourraient être réalisés grâce à ces actions sur un site, sur un paysage, à l'échelle d'une chaîne de valeur d'une entreprise, à l'échelle d'un portefeuille d'actifs ou à l'échelle d'un pays. On peut mesurer les efforts, les progrès, les contributions et les gains de conservation en score STAR. Et vous allez comprendre ça. Avec l'hypothèse sous-jacente, mais je ne rentre pas forcément dedans, je ne veux pas être trop dans le détail. De quoi on a besoin pour calculer un score STAR? De quelles données on a besoin? Alors d'abord, la métrique STAR, elle est complètement articulée aux données de la liste rouge de l'UICN sur les espèces menacées. Donc là, vous avez le petit logo. Et le score est calculé sur les données provenant des 3 taxons complètement évalués à l'échelle globale, que sont, donc c'est des taxons d'animaux terrestres, donc les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, mais de toutes les espèces de ces 3 taxons. Et pour toutes les espèces de ces 3 taxons, on connaît leur statut dans la liste rouge, à savoir, est-ce qu'elles sont least concern, donc pas vraiment de préoccupation, est-ce qu'elles sont presque menacées, c'est near threatened, c'est NT, est-ce qu'elles sont menacées? Et là, il y a 3 catégories, vulnérables, en danger critique d'extinction. Donc, il y a 4 statuts pour une espèce dans la liste rouge qui vont faire en sorte qu'elles vont avoir un score STAR. On croise cette information, donc c'est une pondération, vous allez voir, avec une information spatiale. Où se situent les aires d'habitat de ces espèces qui sont menacées? Les aires actuelles et les aires passées qui ont disparu et que l'on pense être restaurables, qui sont restaurables. Voilà. Et on croise enfin une dernière information, elle aussi en provenance de la liste rouge, les menaces qui pèsent sur les espèces menacées au niveau global, en utilisant une classification, un standard de classification des menaces, classification, typologie des menaces, elle aussi en provenance de l'UICN. Alors, comment on calcule ces aires actuelles et ces aires restaurables et quelle relation il y a entre elles? Alors, déjà, il y a cette relation simple entre AOH, Area of Habitat, c'est ça que ça veut dire,
historique, AOH historique, qui est égal à l'aire d'habitat actuel plus l'aire d'habitat restaurable. On peut le manipuler et donc on a l'aire restaurable qui est égale à l'aire d'habitat historique moins l'aire d'habitat actuel. C'est comme ça que ça a été défini. Et on a calculé les aires actuelles d'habitat à partir de cartes de couverture des terres de 2015 avec des informations sur l'écologie des espèces et aussi sur la topologie des lieux et le climat et le relief, etc. On a donc ces aires actuelles d'habitat des espèces. On a calculé aussi à partir de cartes de 1992 l'habitat historique des espèces. Et de là, on en déduit les habitats restaurables des espèces, calculés comme la différence entre les deux. Voilà. Il y a une publication scientifique dont l'auteur principal est le chef scientifique de l'UICN, Tom Brooks, à laquelle on fait référence et qu'on peut partager sans problème. Un tout petit peu d'équation vraiment simple, je ne veux pas vous perdre, mais pour vous montrer que c'est linéaire. La métrique star, elle est simple parce que c'est linéaire, parce que quand on ouvre le capot, on comprend ce qui compose le score star. Alors, la partie du haut dans cette diapositive, pour montrer comment on calcule des scores stars pour une localité I, vous voyez que là, le score star pour une menace T et une localité I, eh bien, c'est une somme sur toutes les espèces menacées dans cette localité I de produits de facteurs, si vous voulez. Le P, W, C. P, c'est quoi? C'est l'importance relative de la localité I par rapport à l'aire d'habitat actuelle de l'espèce au niveau global. Donc, imaginez que vous ayez une localité I qui contienne toute l'aire actuelle d'une espèce, elle est endémique de cette localité I, eh bien ce P, SI, ça va être 100%. Voilà. W, qu'est-ce que c'est? C'est la pondération de l'espèce dans la liste rouge et ça reflète son statut plus ou moins menacé dans la liste rouge. Si on est NT presque menacé, pondération de 1. Si on est vulnérable dans la liste rouge, pondération de 2. Si on est en danger dans la liste rouge, pondération de 3. Si on est en danger critique dans la liste rouge, pondération de 4. CST, c'est la contribution relative de la menace T au risque d'extinction globale de l'espèce S. Et ça, c'est calculé en croisant des informations dans la liste rouge aussi sur ce qu'on appelle le scope, donc l'étendue de la menace par rapport à la population, quelle fraction de la population d'espèces est exposée à la menace T, et la sévérité de la menace qui est évaluée par les personnes qui renseignent les données dans la liste rouge. Voilà comment on calcule le score star menace T, star T. La façon dont on calcule le score star restauration, R, star R, eh bien, c'est la suivante. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup. Il y a deux petites choses qui changent. À la place du P, donc la proportion de la localité I dans les aires d'habitat actuelles, on a un H. Et là, c'est plutôt le reflet de l'importance relative de la localité I, l'importance spatiale de la localité I en termes d'habitat restaurable par rapport à l'habitat actuel des espèces. Donc, si on a dans une localité I de quoi restaurer 10%, enfin une aire restaurable pour cette espèce égale à 10% de l'aire d'habitat actuel, eh bien, HSI va valoir 10% pour cette espèce. Si c'est 100%, eh bien, ce sera 100%. Bon, W ne change pas, CST ne change pas, et MSI, c'est un petit facteur d'atténuation qui veut dire qu'il est toujours plus incertain et a priori moins efficace de restaurer des habitats que de réduire des menaces. Voilà, donc c'est un facteur qui vaut 0,29 qui est fixe. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là. Je vois que oui, il y a 96 participants, personne n'est parti, c'est formidable. Je continue. Alors, tout simple, interrogation écrite. Donc, comment varie la métrique? Alors, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, maintenant, la chose basique. Donc, plus le score star est élevé, donc sur une carte, hein, ça va être en rouge ou une couleur foncée, plus cela révèle des opportunités pour des actions de conservation. Et des actions de conservation de deux types toujours.
réduction des menaces, restauration des habitats, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme effet? Elles vont faire baisser le score star. OK? Voilà. Maintenant, plus finement, plus le score star est élevé dans une localité, plus cela témoigne de quoi, en fait? Bah, ça témoigne, que dans cette localité, il y a un plus grand nombre d'espèces menacées ou presque menacées, NT ou VUENCR dans la liste rouge. Plus également l'aire plus cette aire de la localité I est importante spatialement pour les aires d'habitat ou contient d'aires restaurables pour ces espèces menacées. Et donc, ça reflète l'importance relative d'une localisation donnée pour contribuer à la diminution du risque d'extinction des espèces. Voilà ce que reflète un score star élevé, plus élevé. Et quand on entreprend, quand on réalise et quand on atteste d'actions de conservation, ça fait diminuer le score star. Quelques exemples d'usage récent de la métrique star à l'échelle plutôt de pays et orienté développement, un peu recherche. Je vais passer assez globalement, mais sachez que, si vous ne le savez pas déjà, que la métrique star est utilisée dans la plateforme sur les contributions pour la nature de l'UICN qui enregistre toutes les contributions de tous les membres de l'UICN pour la nature. La métrique star est calibrée sur le terrain à l'échelle nationale ou à l'échelle de paysages, de territoires dans différents pays, Costa Rica, Éthiopie, Colombie. La métrique star a été utilisée pour fixer des objectifs fondés sur la science en Norvège, au Brésil, en Afrique du Sud. Elle a été étendue à d'autres taxons qui ne sont pas couverts à l'échelle globale, par exemple pour les plantes au Brésil, ou des espèces marines ou d'eau douce au Royaume-Uni. Et puis, la métrique star a été aussi utilisée pour prioriser des actions de lutte contre les espèces invasives à l'échelle de l'Union européenne. Et enfin, j'ai été moi-même impliqué dans ce projet, BioDev 2030. La métrique star a été utilisée dans 16 pays, dont 13 sur le continent africain, pour identifier les principales menaces à l'échelle nationale qui pèsent sur la biodiversité, faire le lien au secteur économique qui engendre ces menaces et identifier des territoires pilotes où intervenir. Je donne ici un exemple de carte à l'échelle d'un pays, donc ça provient de l'étude que j'ai évoquée précédemment. Vous voyez qu'on peut générer des cartes à l'échelle nationale et des petits histogrammes avec les scores stars par menace. Donc on voit ici pour l'Afrique du Sud, en haut à gauche, les scores stars par menace. Donc on voit que les espèces invasives et annual perennial non-timber crops ainsi que l'élevage, livestock farming sont les menaces les plus importantes. Et donc, c'est là qu'il faudrait chercher à agir. Et puis ensuite, spatialement, en haut à droite, vous avez la carte des scores stars menaces totaux. En bas à gauche, vous avez la distribution spatiale du score star menace, donc celui qui apparaît comme la menace principale, là, en haut à gauche. Et en bas à droite, on peut aussi représenter spatialement les endroits où il serait le plus pertinent de saisir des opportunités de restauration des habitats écologiques avec la distribution spatiale du score star restauration. C'était des exemples à l'échelle nationale, mais on peut aussi donner des exemples d'utilisation de la métrique star par des entreprises de manière générique, sans citer aucune entreprise. Il y en a qui l'utilisent déjà ou qui pourraient l'utiliser pour définir des objectifs fondés sur la science, axés sur les espèces bien sûr, pas sur les écosystèmes, ni les gènes, les 3 piliers de la biodiversité. Mesurer des progrès, quantifier des contributions à l'atteinte d'objectifs de l'entreprise, objectifs nationaux ou internationaux. Faire du reporting, Franck a évoqué la TNFD, mais il y a aussi tous les rapports annuels sur la durabilité et d'autres cadres de reporting. Guider, prioriser des investissements pour minimiser l'impact sur la biodiversité, le réduire, donc un peu informer l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. Identifier les principales menaces sur lesquelles agir au sein d'une chaîne de valeur et en identifiant les pays d'approvisionnement les plus problématiques, les régions d'approvisionnement les plus problématiques, évaluer une sorte d'exposition au risque et des opportunités pour réduire ces risques. Et puis, plus techniquement, on peut utiliser STAR, et je vais expliquer comment, via l'outil IBAT,
en téléchargeant des données issues de IBAT et en les mélangeant à un système d'information géographique interne à l'entreprise. Voilà IBAT. IBAT, certains d'entre vous sont déjà membres, connaissent, sont abonnés, pas tout le monde. Donc, je vais vous inviter après le webinaire à aller voir ce que c'est. Et c'est via IBAT qu'on peut accéder à la métrique STAR. Alors, il y a deux modalités dont je vais parler. Mais d'abord, IBAT, c'est quand même la plateforme la plus à jour et qui fait autorité pour l'accès à 3 grandes bases de données qui font autorité. Donc, la base de données mondiale sur les aires protégées, la base de données mondiale sur les zones clés pour la biodiversité et la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Et c'est via IBAT aussi, vous voyez, il y a un petit encadré là, qu'on a accès à la métrique STAR. Alors, sans s'abonner, tout le monde peut avoir accès à ces informations-là et au score STAR spatialisé, score STAR menace, score STAR restauration, avec une résolution de 50 km. Tout le monde, sans s'abonner. Pour aller plus loin, on peut s'abonner. Il y a différentes options d'abonnement et on peut aussi réaliser une analyse et générer un rapport STAR unique, ad hoc et payé en fonction de, de ce qui a été demandé. Ce n'est pas forcément via un abonnement. Mais en tout cas, on a accès à quoi? Avec les différentes options d'abonnement. Donc, on a une résolution plus fine. On peut aussi créer son projet spatialisé. Donc, il est très simple de télécharger, donc uploader des fichiers SIG avec différentes extensions, shapefiles, des coordonnées GPS et les fichiers Google Earth .kml, .kmz. On peut ensuite générer un rapport STAR à l'échelle d'une localité spécifique, dessinée par le polygone du fichier SIG qu'on a téléchargé. Et là, on a accès à toutes les informations sur les espèces protégées, les aires protégées, les zones clés pour la biodiversité, les scores STAR totaux par menace, les scores STAR restauration, leur spatialisation et l'importance relative du point de vue du score STAR de ce site d'intérêt, de cette aire d'intérêt, de ce polygone dans le pays et au niveau mondial. Et on peut aussi, selon les options, récupérer le fichier SIG et l'incorporer avec de l'administration, entreprise ou territoire en interne. Voilà, vous voyez à quoi ressemble la première page d'un rapport STAR sur la droite. Je vais montrer quelques exemples à l'échelle globale. Vous voyez des cartes. En haut, c'est la carte de la distribution spatiale du score STAR des menaces. Vous avez accès à ça en vous créant juste un compte gratuitement sur l'outil IBAT. En bas, la carte de la distribution spatiale du score des stars restauration. Vous avez aussi dans la publication que j'évoquais au début, l'article fondateur, donc Louise Maire et al. 2021, une carte qui montre l'importance relative des pays du point de vue du score STAR menace. Et donc, ça me permet de souligner l'importance pour les acteurs français d'avoir un œil très attentif sur les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, et notamment l'amont, et en particulier l'approvisionnement en matière de commodités agricoles ou d'élevage ou de biomasse, de matériaux biosourcés, en tout cas, étant donné la distribution spatiale des scores STAR. Vous avez ici, donc à l'échelle globale, l'importance relative des menaces dans le score STAR menace totale. Donc, le plus gros, là, en violet foncé, vous voyez que c'est les Annual and Perennial Non-Timber Crops. Ensuite, Logging Wood Harvesting, donc l'exploitation forestière. Ensuite, les espèces invasives et d'autres espèces problématiques. Ensuite, on a l'élevage et de différents types, farming, ranching. Ensuite, le développement résidentiel et commercial, puis la chasse, etc. Là, ça me permet d'attirer l'attention sur vous, acteurs français, sur l'importance de l'approvisionnement en matières premières. Je le soulignais là précédemment, mais ça montre à nouveau ça. C'est très cohérent avec IPBES 2019, les 5 principaux drivers, le principal étant
land use et land use change, hein, les fragmentations d'habitat, les changements d'affectation des sols qui contribuent au premier ordre à l'érosion de la biodiversité. Alors, si on prend un petit peu de distance, je vais évoquer des limites de la métrique STAR, mais quelles sont ses forces évidentes? Donc, je disais, elle est simple, elle est pertinente, elle est intégrée au cadre Kunming-Montréal, à la TNFD, à d'autres cadres de reporting. Pourquoi? Elle est quantitative, elle est spatiale, elle est additionnable, on peut comparer des sites, on peut additionner des efforts et des contributions ayant lieu à différents endroits. On peut définir des objectifs à des échelles variées, soit l'échelle d'un site sur lequel opère une entreprise, soit l'échelle d'un paysage sur lequel opèrent plusieurs entreprises. On peut imaginer des collaborations, des coopérations à l'échelle d'un paysage, soit à l'échelle d'un portefeuille d'actifs, soit à l'échelle d'un pays, et ça peut être mobilisé par des gouvernements, et on l'a vu, soit à l'échelle globale pour suivre l'avancée vers les objectifs du cadre Kunming-Montréal. Elle est linéaire au sens mathématique, donc on ne fait qu'additionner et multiplier des choses qui sont des pondérations dans la liste rouge et des proportions liées aux habitats actuels et restaurables. Les résultats sont sans ambiguïté. Plus un score STAR est élevé, plus il y a une opportunité à saisir en termes de conservation. Plus on va mettre en place des actions de conservation, plus le score STAR va diminuer. Elle est bottom-up et elle est articulée complètement à la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, qui est quand même un patrimoine qu'on a aujourd'hui grâce aux efforts accumulés depuis plusieurs décennies de toutes les scientifiques bénévoles qui l'alimentent, qui la mettent à jour, qui l'amplifient. Et elle est facilement accessible via IBAT, Integrated Biodiversity Assessment Tool. Et elle est liée, je le disais, au cadre Kunming-Montréal pour la biodiversité et à la TNFD qui va concerner progressivement la plupart des entreprises. Alors, elle a ses limites. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 taxons, c'est quand même énorme ce qu'il couvre, mais il n'y a que 3 taxons. Le facteur menace, il est évalué à l'échelle globale. Et les menaces émergentes à l'échelle d'un territoire ou qui s'amplifieraient, elles ne sont pas forcément prises en compte dans la métrique STAR. Et puis, c'est une focale explicitement mise sur les espèces menacées, sur le risque d'extinction d'espèces, qui est une des composantes de la crise de la nature que l'on vit. Elle ne dit rien sur les écosystèmes aujourd'hui, ni sur la fourniture par les écosystèmes de services écosystémiques. Alors, quel développement y a-t-il aujourd'hui pour essayer de répondre au moins partiellement à ces limites? Eh bien, il y a des travaux pour inclure de nouveaux taxons dans la métrique STAR, et ça se fait progressivement, et pour certains des nouveaux taxons qui apparaissent, ça va venir prochainement. Arbres, reptiles, cactus, cica, poissons d'eau douce, coraux, je ne sais pas lesquels vont être incorporés en premier, mais c'est en cours. Il y a tout un travail en cours et qui va être inclus dans la consultation autour de l'approche Nature Positive sur la manière de calibrer la métrique à l'échelle d'un territoire ou d'un site. Voilà, toutes ces échelles variées infranationales à l'échelle desquelles on voudrait calculer un score STAR potentiel et puis effectivement réalisé grâce à des actions de conservation. On pourrait aussi imaginer, je l'évoquerai peut-être en conclusion, le calcul, ou en tout cas l'adaptation, la calibration de la métrique STAR à l'échelle de la France métropolitaine et des territoires d'outre-mer grâce à la liste rouge nationale. Et puis, on actualise régulièrement la liste rouge des espèces menacées, ce qui permet d'inclure les menaces qui n'étaient pas présentes à la date T et qui le sont devenues à la date T+1 au moment où on actualise les données de la liste rouge. Et puis, sachez aussi qu'il y a beaucoup de travaux, et Sébastien Moncor les a évoqués au début en introduction, sur la liste rouge des écosystèmes. Et il y a des réflexions pour le moment exploratoires sur la possibilité à moyen terme de développer l'équivalent d'une métrique STAR pour les écosystèmes, puisqu'on a articulé la métrique STAR sur les espèces, sur la liste rouge des espèces. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer développer une métrique sur les écosystèmes articulée à la liste rouge des écosystèmes? Beaucoup de ressources utiles, on a essayé d'en mentionner quelques-unes ici.
il y a le site de l'UICN, il y a la publication de Louise Maire et de tous les co-auteurs. Il y a quelques briefs pour les industries, pour les entreprises, Star Industry Briefing Note, Business User Guidance. Il y a la plateforme des contributions. Il y a les mails pour poser toutes vos questions, star@iucn.org. Même chose pour iBat. J'ai échangé évidemment avec Ed Ellis de iBat avant ce webinaire. Il est à disposition pour accompagner les entreprises, star@ibat-alliance.org. Et puis on remercie, je crois que ce n'est pas complet, mais on remercie tout un tas de contributeurs au développement de la métrique Star. Et une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Ça a même augmenté par rapport à tout à l'heure. Il y a 97 participants, c'est formidable. Et je crois que Franck et moi, on est disponibles maintenant pour tenter de répondre, recueillir vos réactions, tenter de répondre à des questions de compréhension ou à des suggestions ou à des critiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite via le Q&A et le chat. Merci beaucoup Antonin et merci Franck pour vraiment la clarté de vos exposés. Vous nous avez donné beaucoup de détails et d'exemples sur le calcul de cette métrique, sur l'utilisation de cette métrique. Donc merci encore. Alors c'est le temps maintenant de poser vos questions, donc des questions de compréhension et puis aussi de faire part éventuellement de vos retours d'expérience, de suggestions. Donc, on vous l'a indiqué au début du webinaire, vous avez donc le chat et puis le Q&R. Donc, il y a déjà pas mal de questions dans le Q&R. Donc, je vais essayer avec Fanny de les présenter donc à nos deux intervenants, Antonin et Franck. Et puis, peut-être aussi en parallèle à l'ensemble des questions que vous avez posées, on souhaiterait aussi savoir si vous avez mieux compris la métrique STAR. Donc, vous pouvez répondre oui, non, ou nous dire ce que vous n'avez pas compris pour qu'on puisse vous aider. Et puis également, quels sont vos besoins ou quels seraient vos besoins voilà, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, territoire, gestionnaire d'espaces naturels. Donc, peut-être voilà, des premières questions sur peut-être une question un peu générale sur le lien de cette métrique avec d'autres initiatives et notamment le EBV, l'Essential Biodiversity Variable. Donc, est-ce que voilà, l'un de vous veut répondre à cette question? Alors très rapidement, moi je ne la connais pas, cette autre variable. Peut-être que Franck la connaît, mais voilà, c'est l'occasion pour nous d'aller voir comment elle a été construite et qu'est-ce qu'elle dit de complémentaire par rapport à la métrique STAR. Donc merci de l'avoir signalé. Franck, si tu la connais, vas-y, hein. Non, bah sinon on y reviendra un petit peu après. On a un certain nombre de questions sur des précisions voilà, que plusieurs intervenants souhaiteraient avoir sur les calculs, la méthode de calcul, donc pour mieux comprendre. Donc je vais lister, Antonin, quelques exemples. Qu'est-ce que précisément une localité? Est-ce que c'est une surface? Enfin, comment on la calcule et quel type de superficie ça peut faire? Comment est-ce qu'on évalue quantitativement la contribution d'une menace au risque d'extinction et comment on calcule, et comment varie le score ou comment ça se calcule avec l'évolution des actions qui seraient menées justement pour restaurer les habitats. Donc là, on a plusieurs questions sur cet aspect-là. Question aussi pour savoir comment est calculé précisément le coefficient CST. Après, des questions peut-être plutôt techniques sur pourquoi est-ce que la linéarité en fait de ce calcul-là, pourquoi est-ce que vous considérez que c'est une force, donc au sens mathématique du terme, me précise-t-on. Peut-être que je prends ces Voilà. questions déjà, Florence? Ouais. Merci beaucoup déjà. Franck, tu interviens si tu veux, hein, mais je commence si ça te va?
je vais y aller. Alors, pourquoi c'est une force, la linéarité? Tout simplement parce que c'est plus simple, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'additionner, multiplier des choses qui sont très claires et qui proviennent d'une source bien connue, c'est très simple plutôt que des choses qui seraient avec des seuils, avec beaucoup de modélisation derrière. Là, il n'y a pas de modélisation, hein. Si ce n'est la modélisation des aires d'habitat actuelles et historiques. Mais c'est un peu exogène. Une fois que c'est fait, et puis on prend ça comme donnée. Après, les score stars, ils sont générés en multipliant les facteurs que je vous ai montrés dans l'équation. Alors, le paramètre CST, c'est une très bonne question. Donc, vous voyez, il est spécifique d'une espèce et d'une menace. Donc, il est calculé pour chaque espèce menacée ou presque menacée et pour chaque menace. Et on utilise les données de la liste rouge. Et donc, on va croiser deux informations. Ça, c'est très clair dans l'article fondateur de Louise Maire. Une information sur le scope, une information sur la sévérité. Scope, c'est quoi? C'est la proportion de la population de cette espèce S exposée à cette menace au niveau global. Sévérité, c'est le rythme de décroissance de la taille de la population au bout de 10 ans ou au bout de 3 générations pour cette espèce. En croisant ces deux informations, vous avez un tableau qui donne un pourcentage de déclin de la taille de la population. Et c'est ce paramètre-là qu'on utilise pour caractériser la contribution relative d'une menace à une espèce au niveau global. Et encore une fois, c'est une des limites de la métrique STAR, c'est que cette évaluation-là, elle est faite au niveau global. Pour toutes les espèces endémiques, le niveau global coïncide avec le niveau local de leur aire de répartition, mais pour toutes les autres, il y a une petite différence. Et c'est là qu'il y a intérêt à calibrer la métrique STAR, notamment sur le facteur des menaces, à l'échelle d'un territoire ou d'un site. Voilà, je crois que j'ai répondu à ces questions-là. Oui, il y avait une dernière série de questions autour de l'évaluation quantitative de la contribution d'une menace au risque d'extinction. Donc ça, tu as répondu peut-être au début. Et après, Oui, sur comment est-ce que, une entreprise, par exemple, comment est-ce qu'elle peut faire jouer son score STAR pour justement, une fois qu'elle a mis en place des actions de restauration, et en gros, comment est-ce que, voilà, elle calcule le poids relatif des menaces et le poids de la restauration dans son score STAR. absolument. Alors, souvenez-vous, là, il faudrait que peut-être que je le repartage, hein, cette Oui, tu peux peut-être. diapositive. Je vais la montrer. Voilà, celle-là. Finalement, c'est... Donc, vous voyez une menace qui serait atténuée, qui disparaîtrait de la localité I, elle disparaît dans le calcul du score star T. Et donc, le score star de la localité I va diminuer puisque ça va devenir 0, là, le CST, si la menace T disparaît, donc est atténuée. Après, on pourrait avoir des choses plus graduelles et plus partielles qu'une disparition de la menace. Et ça va être reflété via la calibration à l'échelle locale. Donc, on peut avoir une diminution de la contribution de la menace T au score star et c'est reflété dans une diminution du score star. Qu'est-ce qui se passe quand on restaure des habitats? Eh bien, l'équation du dessous l'indique. Vous avez la proportion HS qui va diminuer. Donc, c'est l'importance relative de la localité I pour la restauration des habitats par rapport à l'aire actuelle des espèces. Et plus on va restaurer d'habitats, moins HSI va être élevé. Et donc, ça fait baisser le score star R dans la localité I. Donc, voilà comment on retranscrit l'effet d'action d'atténuation des menaces sur la baisse du score star menace, T. Et voilà comment on retranscrit, comment est reflété l'effet d'action de restauration d'habitat écologique sur la baisse du score star R via la diminution de HSI. Je reviens à ma diapositive
finale. Et je vais remettre le chat et Q&A. Voilà. Alors, j'ai vu aussi une question dans le chat. Quelle est Est-ce qu'on peut avoir la carte pour la France? Alors oui, créez-vous un compte sur iBat. Vous avez tout de suite la possibilité de zoomer sur la France, par exemple. Allons-y, ouais. Désolé, on a eu un bug technique. Voilà. Mais nous sommes toujours là pour la suite et la fin de ce webinaire. Il y avait une question dans le Q&A. Donc, est-ce qu'on peut avoir accès à la carte France? Oui. Vous créez un compte sur iBat. Vous avez tout de suite accès à la carte mondiale et vous pouvez zoomer partout dans le monde. La résolution des Score Stars, ce sera 50 km. Avec un abonnement, vous aurez accès à une résolution plus fine. Il y avait une question aussi sur l'aspect commerce international. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Avec un collègue de l'UICN, on a publié un article récemment là-dessus. Et donc, effectivement, il ne faut pas être aveugle au leakage, au déplacement des faits. C'est-à-dire que si on résout un problème sur le territoire français, mais qu'on le déplace ailleurs parce qu'on n'a plus la menace à un endroit, mais on produit toujours ailleurs et qu'on accentue ou qu'on maintient la menace, au niveau global, on ne fait pas de progrès. Donc, il faut avoir une approche intégrée spatialement lorsque l'on entreprend des actions sur les chaînes de valeur. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai répondu aux questions que j'avais eu le temps de regarder. Alors, donc, je te repasse la parole. Ouais, donc pour la suite, on a des questions aussi, notamment sur les actions de restauration. Alors, une action très précise pour savoir comment est-ce que Star rend compte de l'intérêt de la restauration d'un site pour améliorer la connectivité entre deux espaces d'intérêt pour la biodiversité ou deux aires protégées, en fait, par exemple. Comment est-ce que ça prend en compte ou pas ces aspects-là et si oui, comment? Donc, encore une fois, ça va être pris en compte via le facteur HS dans le calcul du score star restauration. Plus on restaure d'habitats écologiques, moins il y a d'habitats restaurables, plus le score star restauration baisse. Donc voilà comment ça peut être reflété dans le score star restauration. Merci. Et ensuite, alors j'avais il me semble plusieurs interventions, plusieurs questions qui se rejoignent sur peut-être les perspectives. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, on a compris que ça utilisait donc la liste rouge mondiale des espèces menacées avec uniquement là, les 3 taxons. Tu as montré effectivement dans une des diapositives qu'il y avait des perspectives pour intégrer d'autres taxons et notamment les végétaux et puis le milieu marin à travers les poissons d'eau douce et puis les coraux. Donc, est-ce que tu peux peut-être en dire davantage sur les perspectives pour intégrer peut-être d'autres données au niveau de la liste rouge? Et je continue toujours sur cette thématique-là dans les perspectives d'amélioration de l'outil. Des questions aussi sur la prise en compte du changement climatique, les questions aussi des habitats. Donc, comment est-ce que, voilà, sur un moyen long terme, ces problématiques-là peuvent aussi être intégrées? Alors, merci beaucoup pour ces questions. Alors, la réponse très simple à la première, c'est non. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que tout simplement, je ne suis pas au courant précisément du développement fin là, en cours pour ajouter de nouveaux taxons. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des développements en cours. Ils concernent les espèces animales et végétales suivantes, des arbres, les reptiles, les cactus, les cycas, les poissons d'eau douce, donc terrestres, et les coraux. Voilà où on en est, c'est les travaux les plus avancés pour inclure de nouveaux taxons dans la métrique STAR. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous voulez vraiment en savoir plus, soit Franck l'a un peu précisé, soit on fait un point en interne avec les développeurs et on vous transmet l'information. Prise en compte du changement climatique, oui, c'est une des menaces dans la typologie des menaces qu'utilise l'UICN et qui est enregistrée dans la liste rouge. Et donc, on a la contribution relative
de la menace changement climatique au risque d'extinction d'une espèce S menacée ou presque menacée dans la liste rouge. Ça, on l'a. Et on est capable de calculer sa contribution au score star. Et on est même capable de calculer la contribution de la menace changement climatique, pardon, le score star de la menace changement climatique au niveau global. Merci Antonin. Encore quelques questions donc, que je te livre un peu en vrac sur... donc je pense qu'il y a certains peut-être participants qui souhaiteraient encore voilà, soit mieux comprendre, soit avoir encore plus de détails et ils demandent s'il y a des formations qui peuvent être, qui seraient organisées ou qui pourraient être organisées. Et peut-être une deuxième question pour avoir un exemple concret sur un territoire. Donc, je sais pas, peut-être que tu peux remettre une des cartes que tu présentais en détaillant peut-être un des scores pour un des pays, en expliquant un petit peu comment ça a été calculé, parce que je pense qu'on a encore un peu de temps pour la discussion. Ouais, Et puis, alors des formations. Alors, en discutant avec IBAT, avec Ed Ellis de IBAT, il me dit que ça fait partie de son portefeuille d'activité que d'accompagner les utilisateurs d'iBat. Il n'y a vraiment pas besoin d'être expert, mais il accompagne à l'utilisation d'iBat, que vous soyez abonné ou pas. Et par contre, il m'a dit de préciser qu'il n'aide pas à l'interprétation et à prioriser des actions. Il laisse faire les utilisateurs d'iBat et réfléchir à la priorisation de leurs actions, de leurs investissements. Donc, il aide à l'utilisation, mais pas à l'interprétation des résultats. Il laisse faire après l'utilisateur. Quel était pardon, ah oui, des exemples au niveau local. Alors, je crois que j'ai présenté des cartes à l'échelle nationale pour l'Afrique du Sud. Il y a dans la publication, l'article fondateur, un exemple d'utilisation de la métrique en Indonésie autour d'une mine qui est adjacente avec une aire protégée et des zones clés pour la biodiversité. Donc, vous pouvez voir aussi comment, à l'échelle d'un site industriel, des actions de restauration d'habitat et d'atténuation des menaces ont été priorisées parce que elles allaient maximiser l'effort et la contribution à la réduction du risque d'extinction d'espèces dans cette localisation-là. Le nom, je ne l'ai plus en tête, là, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est une partie, un tiers de l'article fondateur. Donc, voilà. Et voilà. Et ensuite, alors dans Biodev 2030 et dans les cartes montrant l'Afrique du Sud, bah, on voit tout de suite les endroits où il conviendrait d'agir pour contribuer de la manière la plus efficace possible à la réduction du risque d'extinction des espèces, grâce à ces cartes reflétant les scores stars. merci, merci Antonin. Alors, j'avais encore une question peut-être spécifique sur les aspects juridiques, donc qui vient de nos juristes, là, du Centre international du droit comparé de l'environnement. Comment est-ce que STAR appréhende les aspects juridiques? Donc, il y a une motion qui avait été adoptée au dernier congrès mondial pour justement mesurer l'efficacité du droit de l'environnement à travers des indicateurs juridiques. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que ça prend en compte ou comment ça pourrait prendre en compte, et notamment sur peut-être l'application de la réglementation. Est-ce que ça pourrait prendre en compte ça ou c'est pas du tout l'objet? J'avoue que je ne comprends pas bien la question. C'est comment est-ce que STAR... Alors moi, j'avais peut-être une proposition de question, mais de réponse, pardon. La question, c'était autour des indicateurs juridiques et est-ce que STAR pouvait intégrer ou pas cette approche-là. Donc moi, de ce que j'ai compris, mais peut-être que le participant peut repréciser sa question dans le chat, mais c'est que c'est pas vraiment l'objet en fait peut-être de cet indicateur qui va pas mesurer les actions réglementaires qui vont être mises en place sur le site en question.
Là, on est plutôt sur la mise en place de mesures volontaires de la part des territoires ou des entreprises ou d'autres acteurs pour diminuer donc le risque d'extinction d'une espèce ou restaurer les habitats. Oui, mais c'est utilisable aussi par des acteurs publics, notamment des collectivités territoriales, hein, des communes, des départements, des régions, qui voudraient prioriser des actions d'atténuation des menaces ou de restauration d'habitat. Donc, c'est vraiment utilisable par tout type d'acteurs, y compris des acteurs publics qui feraient appliquer une réglementation ou par des acteurs privés qui seraient contraints de l'appliquer. Voilà, donc c'est possible. Je vois des questions, je vais me permettre d'essayer d'y répondre dans le Q&A là. Retour d'expérience, pas facile pour certains acteurs d'interpréter par exemple les scores MSA du GBS. Je me demande comment on peut interpréter, vulgariser le score STAR auprès d'acteurs moins connaisseurs. C'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui. Moi, je reste à disposition pour vulgariser, pour essayer de faire comprendre ce qu'il y a derrière. Je la trouve fascinante, simple, encore une fois pertinente et robuste. Donc, je me mets à disposition si besoin. Dans les résultats, est-il possible de savoir si si telle menace est associée spécifiquement à une espèce? Absolument, absolument, absolument. Et ça, c'est la liste rouge qui le dit. Et on a même le score pour une espèce, le score STAR menace pour une menace qui s'applique à une espèce. Donc, on peut mesurer l'intérêt qu'il y aurait à travailler sur l'atténuation d'une menace pour réduire le risque d'extinction d'une espèce grâce à ça. Est-ce qu'on peut utiliser cette métrique pour une aire protégée? Oui, tout à fait. Il y a un résultat que je n'ai pas présenté, qui ne concerne pas les aires protégées, mais les zones clés pour la biodiversité. Je crois que spatialement, au niveau global, terrestre et marin, les KBAs, les Key Biodiversity Areas, c'est 8,8% de la surface du globe et elles concentrent plus de 30% du score STAR. Les aires protégées également, spatialement, concentrent une portion significative des scores STAR. Donc oui, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser cette métrique à l'échelle régionale? Absolument. C'est une très bonne échelle d'application de la métrique STAR. D'ailleurs, pour tout vous dire, je les ai enlevés, les diapos, mais j'avais généré des cartes avec la Corse et avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'aurais peut-être dû les laisser, mais voilà. Et on voit bien la distribution des scores STAR et où est-ce qu'il faudrait prioritairement saisir des opportunités de conservation pour contribuer de manière la plus efficace possible à la réduction du risque d'extinction d'espèces et faire progresser sa région et donc le pays vers l'atteinte des objectifs de l'accord cadre mondial pour la biodiversité. Quelle Pour rebondir application? Oui, pardon. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, on a une question sur la possible application de cette métrique pour mettre en œuvre le règlement européen sur la restauration, donc en lien avec À mon avis, ah ouais, enfin, c'est mécanique, enfin, c'est linéaire, c'est évident, ouais, absolument. Où faut-il mieux consacrer des efforts, du temps de travail, des investissements en capital pour maximiser les effets de la restauration des habitats écologiques, des écosystèmes sur le risque d'extinction d'espèces? Eh ben, STAR peut guider, peut aider à informer cette décision et c'est précisément ça son objectif. Donc oui. Je remonte dans les Q&A. Je pense qu'on a répondu a priori Ouais. à toutes les questions. Peut-être que si vous avez d'autres questions auxquelles malheureusement on n'aurait pas répondu parce qu'on a été coupé, moi j'ai essayé de noter en fait au fur et à mesure. Mais peut-être n'hésitez pas, avant qu'on passe à la conclusion, n'hésitez pas à remettre votre question dans le chat ou dans le Q&R. J'en profite pour poser une question en attendant que le Q&A peut-être se complète à Antonin. Du coup, par rapport à ta présentation, est-ce que l'objectif, finalement, c'est d'arriver à un score 0? C'est-à-dire que on mesure en fait le score STAR à un temps T sur une localité. On voit quelle est la contribution qu'on peut apporter à la réduction des menaces ou à la restauration d'habitat pour les espèces et qu'on peut en fait inclure ça dans un plan d'action dont l'objectif serait qu'à T plus 1, le score soit de 0. Oui.
C'est Oui. ça, en fait. C'est En fait, ça. on a complètement réussi quand le score est à 0. Oui. Très bien, je te remercie. Alors, il me semble qu'on a encore quelques questions. Donc, je te laisse donner les précisions, Antonin, sur la manière dont la métrique peut s'appliquer à un site industriel. Donc, la question qui est posée, c'est à une carrière, par exemple, voilà, mais à tout type d'autres sites industriels. Comment ça peut s'appliquer? Alors déjà, il faut connaître sur le site industriel en question, est-ce qu'il se superpose à des aires d'habitat actuelles et des aires d'habitat restaurables d'espèces menacées qui apparaissent dans la liste rouge. Première chose, calculer des scores stars à l'échelle de ce site industriel grâce aux données de la liste rouge, soit globale, soit nationale, si on veut commencer déjà à calibrer le score star pour mieux tenir compte du contexte. Il faut regarder, mais si les espèces menacées qui sont là ou qui étaient là sont menacées par, sont menacées par cette menace, pardon sont menacées par cette pression. Spatialement, on construit des scores stars calibrés grâce aux données locales. Et ensuite, il y a donc ces lignes directrices là qui vont faire l'objet de la mise en consultation dans l'approche nature positive, qui vont guider des entreprises à définir des objectifs, une situation de référence, définir des objectifs euh, et, 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 et définir un timing d'atténuation des menaces pour les espèces qui sont enregistrées comme menacées à l'échelle de ce site, un suivi de la mise en œuvre de ces actions de réduction des menaces, également de la restauration des habitats écologiques, et un calcul donc de la diminution potentielle du score star à l'échelle de ce site industriel, et une vérification, un suivi, une vérification soit de la mise en œuvre des actions, donc ça peut être restauration des habitats ou atténuation des pressions sur le site. Et idéalement, si on a des observations montrant qu'il y a certaines espèces qui n'étaient plus là et qui reviennent à moyen terme, c'est une manière d'attester encore plus le fait qu'il y a eu efficacité des actions de conservation menées. Voilà, à l'échelle locale, comment on pourrait imaginer appliquer la métrique STAR. Encore Merci. une fois, ça va être précisé avec des étapes très claires dans le document qui va être mis en consultation en novembre. Merci beaucoup, Antonin. Je voulais pas te couper, je pensais que tu avais terminé. On va peut-être passer à la conclusion. On avait une dernière question, mais je pense que tu y as répondu sur l'utilisation de la métrique aussi au niveau d'un territoire un peu plus large, donc comme une région par exemple. Là, on avait la question sur le site industriel, mais il me semble que tu as répondu aussi, mais peut-être que tu veux rajouter une précision ou un élément particulier pour un territoire qui serait un peu plus grand, voilà, type département ou région. Non, c'est la même type de réponse, hein. Donc, on peut utiliser les données issues de la liste rouge globale. On peut aussi vouloir calibrer le score star à partir de données issues de la liste rouge nationale. Ensuite, on a une meilleure connaissance du rôle de la contribution de chacune des menaces dans le risque d'extinction de chacune des espèces qui se trouvent dans la région. On a la possibilité de définir des objectifs. On dit, voilà, je veux que le score star diminue de tant de pourcents, et je vais m'y prendre comme ça. Donc, je vais progressivement diminuer cette pression, progressivement restaurer tels habitats à tel endroit, parce que c'est là que ça fait sens. Et ensuite, c'est du suivi-évaluation classique. Donc, ça ressemble très fortement à ce qui serait mis en œuvre à l'échelle d'un site industriel. Très bien. Merci Antonin. Je propose, il nous reste voilà, deux petites minutes pour conclure.
Donc, on espère évidemment en premier lieu que vous avez mieux compris la métrique STAR. Est-ce qu'on peut passer la slide de conclusion, Antonin, s'il te plaît? Voilà. On vous invite à approfondir le sujet si vous le souhaitez avec notamment les sources qu'on a indiquées dans le diaporama. Donc, on vous le transmettra ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, il sera en ligne sur notre site internet, mais on l'enverra dès qu'on aura finalisé et mis en forme l'enregistrement. On vous enverra tout ça. Donc, l'ensemble de ces sources sont accessibles en libre utilisation. Et puis, on vous invite également à formuler vos besoins, à les partager avec nous si vous le souhaitez. Donc, on vous remettra aussi dans cette présentation nos mails à Antonin et à moi-même si vous avez des questions ou si vous souhaitez donc formuler d'autres besoins que vous n'aurez pas pu exprimer aujourd'hui. Et simplement en conclusion, donc je voulais rebondir ou faire écho à certains de vos commentaires et puis un colloque avec des interventions qu'il y a eu hier, donc un colloque organisé par Entreprises pour l'environnement et l'Institut de la finance durable sur l'importance de considérer la chaîne de valeur des entreprises pour améliorer la traçabilité, donc améliorer l'approvisionnement en matières premières durables ou en produits avec des critères biodiversité. Et donc, je pense que c'est un élément vraiment important pour progresser et donc cette métrique peut vous apporter des réponses. Et puis, sur la nécessité aussi de renforcer vos engagements d'entreprise, mais aussi engagements d'autres organisations ou de collectivités territoriales à travers les stratégies aussi que vous mettez en place. Donc, avec des objectifs basés sur la science, avec des indicateurs, comme on l'a vu aujourd'hui, des indicateurs mesurables, quantifiables, qui vont montrer aussi des résultats tangibles sur la biodiversité, donc en termes de restauration ou préservation des espèces. Et donc, là encore, cette métrique-là, on est convaincu que ça peut permettre de rehausser vos ambitions pour la nature pour que vous puissiez définir des actions vraiment concrètes et opérationnelles. Un dernier mot aussi pour reparler un petit peu des perspectives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a parlé là. Mais effectivement, donc, on aimerait nous poursuivre cette approche-là avec peut-être d'autres utilisations de données au sein de la liste rouge nationale, avec d'autres taxons, d'autres périmètres. On est aussi intéressé pour que vous nous fassiez remonter votre intérêt en tant qu'entreprise ou territoire, collectivité ou autre, si vous souhaitez travailler avec nous sur cette approche nature positive ou sur la métrique STAR. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Antonin pour un dernier mot pour qu'il vous présente la plateforme UICN des contributions pour la nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Je voulais juste signaler, il y a parmi vous peut-être des personnes qui travaillent dans des organisations qui sont membres de l'UICN et vous le savez, l'UICN a répondu à une demande de ses membres qui a été formulée avant le Congrès mondial pour la nature, qui consistait à essayer de montrer, de centraliser et d'évaluer les contributions pour la nature des membres de l'UICN. Eh bien, en quelques semestres, là, 2-3 ans, on a maintenant cette plateforme UICN des contributions pour la nature. Et je vous invite, si vous êtes membre de l'UICN, à enregistrer vos projets dedans. Et la métrique STAR, parmi d'autres, est utilisée pour rendre compte des impacts potentiels des projets de vos organisations sur la nature au sein de cette plateforme. Voilà. Donc, je vous invite à y aller. Ça ressemble à ça, la page web, et à enregistrer vos projets. C'était mon message de conclusion, mais je vais aussi regarder, après avoir arrêté de partager mon écran, attentivement les dernières remarques dans le chat.
Je vais regarder ça maintenant pour pas en laisser. Ouais, on va enregistrer, mais n'hésitez pas à Ouais. revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Désolée pour le petit problème technique en cours de route et puis pour les 5 minutes de retard et de dépassement. Très bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup.